Le 30 octobre dernier eut lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil, qui vit la réélection du candidat de gauche Lula da Silva face au candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro. Cependant, avec un score de seulement 51 contre 49%, le pays semble plus divisé que jamais. Ces divisions qui sont plurielles s'expriment notamment à travers la géographie électorale de cette élection. Dans cette vidéo, nous allons ainsi analyser la géographie des résultats de cette élection afin d'y relever les principales divisions du pays aujourd'hui. Pour comprendre ces divisions, il faut d'abord s'intéresser aux caractéristiques sociodémographiques des électorats, chaque caractéristique permettant d'expliquer à sa manière la géographie de cette élection, sans pour autant l'expliquer à elle seule. On peut par exemple commencer par l'ethnicité des électeurs. On peut comparer ici la carte de l'ethnicité majoritaire par commune avec les résultats du deuxième tour. Comme on peut facilement le voir, Bolsonaro est surreprésenté chez les blancs, en bleu sur la carte, tandis que Lula fait de meilleurs scores chez les métis, en rouge, et est surreprésenté chez les noirs et les indigènes. La religion joue, elle, un rôle encore plus fort, car si les frontières entre différentes ethnicités sont souvent floues au Brésil, les divisions religieuses, elles, y sont plus fortes, notamment entre catholiques, ici à gauche, et entre évangéliques, ici à droite. À nouveau, en superposant avec la carte du vote, on voit bien que les régions très catholiques sont surtout acquises à Lula. A l'inverse, les zones où les évangéliques sont plus forts ont tendance à voter plutôt pour Bolsonaro. Autre facteur clé dans le vote, le niveau de revenu. En effet, le vote pour Bolsonaro est surreprésenté chez les plus riches et très fort dans les classes moyennes, là où le vote pour Lula est surreprésenté chez les classes populaires. En comparant cette carte du PIB par habitant par commune avec le vote, cette division saute aux yeux, la division entre zones avec un PIB par habitant plus fort et celle avec un PIB par habitant plus faible, épousant presque parfaitement la division électorale du pays. Enfin, d'autres facteurs sont importants, comme par exemple l'âge. On a en effet pu remarquer que parmi les primo-votants à cette élection, Lula est surreprésenté. De même, il existe une fracture entre ville et campagne, les zones les plus urbaines votant plus pour Bolsonaro que la moyenne, tandis que les zones plus rurales pour Lula. Par exemple, sur les capitales des 26 États du pays hors district fédéral, 18 ont voté plus pour Bolsonaro que la moyenne de leur État. Certaines caractéristiques économiques locales ont aussi une influence sur le vote, l'exemple le plus connu étant les fronts pionniers où se développe la culture du soja et l'élevage de bœuf, ces zones étant fortement pro-Bolsonaro. Cependant, et comme dit précédemment, il ne faut pas prendre ces facteurs isolément pour expliquer le vote des Brésiliens à cette élection. Par exemple, un Brésilien blanc et catholique d'une petite commune rurale du nord-est sera bien plus enclin à voter Lula qu'un Brésilien noir et évangélique de la banlieue de Rio. De même, un Brésilien pauvre et vivant dans une zone rurale du front pionnier aura plus tendance à voter Bolsonaro qu'un Brésilien aisé d'un milieu progressiste du centre de São Paulo. Ces facteurs sont surtout des clés permettant d'expliquer les contextes locaux et régionaux du vote des Brésiliens, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Reprenons la carte du vote par commune et commençons par regarder les bastions des différents candidats, c'est-à-dire là où l'un des candidats est arrivé premier avec plus de 60% des voix. Parmi les bastions de Bolsonaro, on peut citer le plus évident sur la carte, le nouveau front pionnier à la frontière des régions du nord et du centre-ouest, avec l'état du Rondônia, le nord du Mato Grosso, l'est de l'Acre et le sud du Pará. Si le vote Bolsonaro y est si fort, c'est surtout en raison de son économie, dépendant très fortement de la déforestation et des cultures qui en découlent, principalement le soja et le bœuf. Cette zone s'est d'ailleurs développée très rapidement, grâce à ces cultures, devenant une région relativement riche en quelques décennies. Bolsonaro étant fortement en faveur de la déforestation, il est ainsi logique qu'il arrive premier dans cette région, mais le fait que le pourcentage d'évangéliques soit élevé joue aussi, de même que la population de cette région qui descend en partie de migrants internes venus du sud du pays plus conservateurs.
Un autre bastion de Bolsonaro concerne l'état du Roraima, également une zone de déforestation dont les raisons du vote Bolsonaro sont sensiblement les mêmes que celles du Front Pionnier, mais auxquelles s'ajoute aussi la crise des réfugiés vénézuéliens. En effet, en raison de la situation politique et économique du Venezuela, environ 100 000 Vénézuéliens sont venus s'installer au Roraima voisin, et ce en quelques années, représentant environ 1/5 de la population de l'État aujourd'hui. Bolsonaro étant plutôt anti-immigration, le Roraima est ainsi l'État ayant le plus voté pour lui, avec 76%. Autre bastion notable, une partie du sud du pays formée par l'est du Santa Catarina et le nord-est du Rio Grande do Sul. Cette zone, assez densément peuplée, est composée d'un maillage de petites, moyennes et grandes villes et de campagnes denses dont la population descend principalement d'immigrés allemands, italiens ou encore polonais, arrivés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est une zone très riche grâce à ses industries, son agriculture avec notamment le vin, et aussi grâce au tourisme qui y est très fort. Cela explique que Bolsonaro y soit si fort, de nombreux habitants de ces régions ayant le ressenti que les politiques sociales des gouvernements de Lula et Dilma Rousseff ont plus profité aux États pauvres, du nord et du nord-est, et ce à leurs dépens. Un autre bastion assez connu concerne plusieurs zones des États de Rio de Janeiro et de l'Espírito Santo. Il s'agit de zones très urbanisées dont la caractéristique est d'avoir une proportion d'évangéliques très élevée. Plusieurs communes de cette zone sont même majoritairement évangéliques, comme Nova Iguaçu ou Belfort Roxo, deux banlieues populaires de la ville de Rio. Enfin, on peut aussi citer plusieurs zones des États de São Paulo et du Paraná. Ces zones sont constellées de villes moyennes relativement riches et industrialisées, entre lesquelles se trouvent d'immenses exploitations agricoles appartenant à de riches propriétaires terriens. Les raisons du vote Bolsonaro y sont donc à mi-chemin entre celles de son bastion des fronts pionniers et celles de son bastion du Sud. De l'autre côté, les bastions de Lula sont moins nombreux mais aussi plus grands et plus compacts. Son bastion principal reste la région du Nord-Est et son extension dans le nord du Minas Gerais, dans le Tocantins et dans le nord-est du Goiás. Cette région, la plus pauvre du pays, est restée encore relativement rurale pour la moyenne brésilienne, à l'exception de ses côtes plus urbanisées. La population y est très métissée, descendant des colons portugais, des esclaves africains et des populations indigènes. C'est aussi la région où le catholicisme est le plus présent, dépassant encore 90% dans de nombreuses campagnes, là où il ne fait plus que 50% à l'échelle du pays. Cet immense bastion de Lula s'est formé dans les années 2000 car cette région est celle qui a le plus bénéficié des politiques sociales comme l'augmentation du salaire minimum ou encore la bourse Bolsa Família. Un autre bastion, plus petit, est situé dans le sud-est du Minas Gerais. Il existe quelques différences avec le bastion précédent. La population blanche y est majoritaire dans le sud de cette zone avec de nombreux descendants d'Italiens venus pour la production de café, et la zone est globalement plus urbanisée que le nord-est. Cependant, elle reste quand même assez similaire à ce dernier avec un niveau de développement globalement faible, un taux de pauvreté élevé et une prévalence du catholicisme. Enfin, il reste le dernier bastion de Lula qui est l'Amazonie du Nord. Il s'agit en fait de l'Amazonie brésilienne qui est encore épargnée par la déforestation. La population indigène y est la plus élevée du pays et la majorité de la population est métissée avec une part d'origine indigène assez élevée. On y trouve aussi plusieurs quilombos, communautés de descendants d'esclaves fugitifs et de nombreux petits paysans vivant de l'agroforesterie. Ces populations sont globalement opposées à la déforestation et donc ainsi à Bolsonaro. Mais c'est aussi une région très pauvre qui a bénéficié des politiques sociales de l'ère Lula. Enfin, l'est de cette région comporte une part importante de migrants internes venus du nord-est. Tout cela permet de comprendre pourquoi le vote Lula y est si fort. Maintenant que l'on a vu les bastions des deux candidats, on peut s'intéresser aux autres zones. Parmi les zones ayant voté majoritairement pour Bolsonaro mais avec moins de 60% des voix, on remarque d'abord une grande zone dans le centre-ouest et une partie du nord du pays, englobant notamment les états du Goiás et du Mato Grosso do Sul. Cette zone semble d'ailleurs être une extension du bastion des fronts pionniers de Bolsonaro.
Ce n'est pas un hasard, il s'agit en effet de l'ancien front pionnier du milieu du XXe siècle, où l'ancienne savane, le Cerrado, a en partie cédé sa place à d'immenses exploitations agricoles. Les industries bovines et céréalières y sont très fortes et la population descend en majorité de migrants internes du sud et du sud-est du pays, tandis que la population évangélique y est élevée. C'est donc une région assez conservatrice, expliquant ainsi qu'elle soit acquise à Bolsonaro. L'autre zone plutôt acquise à Bolsonaro concerne la majeure partie du reste du sud et du sud-est, et les raisons du vote y sont les mêmes que dans ces bastions des mêmes régions que nous avons vues précédemment. Les autres zones plutôt acquises à Lula sont, elles, éparpillées un peu partout dans le pays. On peut distinguer par exemple la pointe ouest du Minas Gerais. Certaines de ces zones paraissent même être des enclaves pro-Lula dans des zones plus acquises à Bolsonaro, comme dans le Mato Grosso, le Paraná ou encore le Rio Grande do Sul. Si ces zones ont voté majoritairement pour Lula à l'inverse du reste de leur état, c'est parce que ce sont des zones formées de communes plutôt rurales et souvent assez pauvres, en tout cas par rapport à la moyenne de leur état. Les campagnes y sont formées de petites exploitations et les villes y sont assez petites et peu industrialisées. Ce sont aussi des zones où l'influence des églises évangéliques est assez faible. Enfin, on peut se pencher aussi sur des particularismes locaux du vote, centrés autour de grandes villes. Comme je l'ai dit précédemment, les grandes et moyennes villes ont tendance à plus voter pour Bolsonaro, en particulier si l'on compare avec le vote moyen de leur État. Le Brésil est là-dessus très différent des pays occidentaux, où le vote d'extrême droite et de droite radicale est généralement sous-représenté dans les villes, ces dernières étant considérées comme plus progressistes, à l'inverse d'une campagne plus conservatrice. Au Brésil, le conservatisme est toujours très présent en ville, d'autant plus que la population évangélique, elle-même très conservatrice, y est plus forte qu'ailleurs. A l'inverse, le vote pour Lula n'est pas forcément synonyme de vote progressiste, mais plutôt de vote de classe. Cependant, il existe un vote progressiste pour Lula qui est présent dans les grandes villes. On peut le remarquer à travers un vote pour Lula plus élevé et surtout un vote pour Bolsonaro plus faible que le reste de leur État, dans certaines grandes villes du sud et du sud-est du pays, notamment dans l'agglomération de São Paulo, mais aussi celle de Rio, Porto Alegre et Florianópolis. Il s'agit souvent d'un vote de personnes jeunes, voire très jeunes, issues de toutes les classes sociales, y compris les plus élevées. Ce vote est le plus marqué à São Paulo, capitale économique et plus grande agglomération du pays. Cependant, si l'on compare les votes dans les agglomérations de São Paulo et de Rio, on voit une différence assez nette, l'agglomération de São Paulo étant beaucoup plus acquise à Lula que celle de Rio. En effet, si Lula est majoritaire dans la plupart des communes de la première agglomération du pays, il n'est majoritaire que dans une seule commune de celle de Rio, qui est Niterói, un ancien fief de gauche. Si la commune de Rio vote bien moins pour Bolsonaro que la moyenne de l'État, ce dernier est surreprésenté dans la banlieue de la ville, et cette différence de vote entre les deux agglomérations, notamment dans leur banlieue, s'explique par leurs différences inhérentes. Les réseaux associatifs, notamment des partis de gauche dont le Parti des travailleurs de Lula, sont très présents et implantés dans la banlieue de São Paulo, mais beaucoup moins dans celle de Rio. Dans cette dernière, ce sont plutôt des milices qui y sont implantées en raison de la criminalité qui est bien plus élevée. Les églises évangéliques y ont aussi une influence très importante, bien plus que dans la banlieue de São Paulo. Tout ça permet donc d'expliquer un terreau plus fertile au conservatisme et donc au vote Bolsonaro. Pour terminer, on peut rapidement s'intéresser au vote des Brésiliens de l'étranger par bureau de vote. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de carte que je puisse exploiter et vous montrer ici. On peut par exemple remarquer que le bureau de vote de Miami a voté très majoritairement pour Bolsonaro. Ce n'est pas étonnant, la Floride accueillant depuis des décennies une grande population de latino-américains conservateurs. Lula est lui arrivé premier dans quasiment tous les bureaux de vote européens. Il atteint même plus de 80% dans les bureaux de vote de Paris, Berlin, Dublin ou encore Budapest. Cela s'explique par le fait que l'Europe compte une importante population de Brésiliens assez jeunes, plutôt progressistes, venant de grandes villes et étant souvent étudiants.
Enfin, le vote Bolsonaro est très fort à plus de 80% dans les bureaux de vote du Japon et du Paraguay, ce qui s'explique encore une fois par la démographie de ses électeurs. Le Japon compte une importante communauté brésilienne d'origine japonaise venant des États de São Paulo et du Paraná, ces deux États concentrant la majorité des nippo-brésiliens et étant des États assez conservateurs, votant majoritairement pour Bolsonaro. Le Paraguay compte lui une importante communauté brésilienne à sa frontière est formée par des grands exploitants venus du sud du Brésil, lui aussi très conservateurs, expliquant ainsi ce vote si fort pour Bolsonaro. Ainsi, on a pu voir que la géographie électorale de l'élection présidentielle brésilienne de 2022 dépend de plusieurs facteurs, qu'il s'agisse de l'ethnicité des électeurs, de leur religion, de leur niveau de revenu, ainsi que du niveau de développement des régions, de leurs caractéristiques économiques, de leur niveau d'urbanisation, ou encore de contextes politiques locaux et plus complexes. Tous ces facteurs, s'entrecroisant de différentes manières selon les régions du Brésil, nous permettent de comprendre les raisons de cette division qui paraît si nette entre deux Brésils, l'un pro-Bolsonaro, l'autre pro-Lula. On peut même aller plus loin et dire qu'il n'y a pas qu'une division entre deux Brésils, mais bien plusieurs divisions entre plusieurs Brésils assez différents l'un de l'autre. Cela nous permet de saisir la diversité de ce pays immense, le 5e plus grand du monde et le 7e le plus peuplé. Pour aller plus loin, je vous recommande ma vidéo sur les colonies et enclaves d'immigrés au Brésil, mais aussi le livre de Frédéric Louot, Le Brésil en 100 questions, sorti très récemment, et non, ce n'est pas un placement de produit. Vous avez le lien et les références en description. Pensez à liker et à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.